Bonjour et allô à toutes et à tous. Ici Berlin. C'est devenu en quelques mois un incontournable du franco-allemand. Pas une rencontre au sommet sans que l'on ait à l'agenda la question de l'intelligence artificielle, comme lors du séminaire intergouvernemental informel de Hambourg. Sur la question de l'intelligence artificielle, nos discussions ont été ce matin extrêmement fécondes. Mais pendant cette conférence de presse du 10 octobre, le chancelier comme le président ont plutôt enfoncé des portes ouvertes. Alors, est-ce une réelle priorité politique ou juste un paravent pour cacher d'autres désaccords entre les deux partenaires ? Dans cet épisode, en coopération avec l'université franco-allemande, place aux scientifiques, concrètement, que veulent et surtout que peuvent la France et l'Allemagne. Vous avez peut-être vu cette vidéo virale sur Internet il y a quelques semaines. Grâce à l'intelligence artificielle, on voyait un homme passer en un clic d'une langue à l'autre. Alright, so supposedly this is a vocal translator. Et aussi cela devrait traduire mes mouvements de lèvres pour qu'ils correspondent à cette nouvelle langue. Ich muss mindestens 30 Sekunden lang sprechen, um dieses Ding überhaupt benutzen zu können. Also werde ich wohl hier weitermachen. Le résultat est fascinant et vertigineux. Un jour, peut-être que ce sera un ordinateur qui se chargera de l'enregistrement de ce podcast ou même qui écrira les textes. On n'y est pas tout à fait encore et je vous rassure, ce sont bien des êtres humains en chair et en os qui vont vous parler aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça m'a frappé pendant les entretiens, cette dimension humaine, elle est vraiment en fait au centre du sujet de l'intelligence artificielle. Mais d'abord, posons le cadre politique avec Frank Bassner, le directeur du DFI. Allô Franck. Bonjour Hélène. Bon, j'imagine que tu l'as noté comme moi. En ce moment, on n'a pas une rencontre franco-allemande sans qu'on nous case ce sujet de l'intelligence artificielle, ce sujet de l'IA. Au moment des préparatifs pour la visite d'État d'Emmanuel Macron l'été dernier en Allemagne, celle qui a été reportée finalement, vraiment les équipes de l'Élysée ont poussé le sujet. Il a quasiment été imposé aux organisateurs allemands. Et donc, c'est ma première question. Que cache cet hyper-volontarisme politique ? On ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a peut-être un petit peu trop d'affichage sur le sujet en ce moment. C'est tout à fait normal, quand un sujet est dans l'actualité de l'opinion publique dans nos deux pays, que les grands chefs en parlent. C'est pas étonnant, et c'est vrai que l'intelligence artificielle préoccupe beaucoup de monde. On a vu avec le ChatGPT, on a vu avec des bots russes qui, évidemment, influencent l'opinion publique. Pour la protection des données, pour tout ce qui est la circulation du savoir. Très souvent, quand on fait des projets aujourd'hui en Europe, on vous demande est-ce que les serveurs sont aux États-Unis, en Chine, en Inde ou en Europe. Tout ça devient vraiment une chose stratégique importante dans la mesure où l'Europe doit défendre aussi un peu ses normes par rapport à d'autres acteurs dans le marché. Oui, le discours sur la souveraineté numérique européenne, il est bien partagé maintenant, c'est vrai. Et du coup, ça permet quand même très facilement, sans faire beaucoup d'efforts, de se présenter pour une fois unis sur un sujet en franco-allemand, alors qu'on sait que par ailleurs, il y reste quand même beaucoup de dissensions actuellement entre les deux partenaires. Tout sujet où on peut être d'accord est le bienvenu pour avoir des messages positifs. Sans doute, oui. Maintenant, est-ce que c'est plus qu'un gadget ? Difficile à dire aujourd'hui. Ce que je peux vraiment confirmer, c'est qu'on a vu, depuis les 20 ans que je suis à la tête du DFI, des initiatives qui voulaient, par un volontarisme politique pur, pousser les industriels, les chercheurs, vers des innovations qui pouvaient contrer un peu les avancées des États-Unis à l'époque et des Chinois aujourd'hui. Est-ce que ça pourrait être vrai pour l'intelligence artificielle ? On peut l'espérer, mais ce n'est pas du tout gagné d'avance. Oui, et quand je vois toute cette frénésie franco-allemande là autour de la question de l'IA, je me dis qu'on va bientôt ressortir du tiroir l'un de ces éléments de langage dont on a usé et abusé il y a quelques années, et on va nous annoncer qu'on veut un Airbus de l'IA, donc ce fameux Airbus du 21e siècle. C'est vraiment un classique du franco-allemand qui pour l'instant n'a jamais rien donné. L'idée de faire d'autres Airbus, je me rappelle 2005-2006, c'était à l'époque Chirac-Schröder, on voulait absolument booster ces partenariats industriels franco-allemands. On avait demandé aux grandes entreprises de présenter des projets, ça a été fait. Par exemple, Google, on voulait trouver un anti-Google européen. Aujourd'hui, ça semble presque impossible. À l'époque, déjà, ça semblait impossible. Et on l'a quand même essayé. Et c'était un échec flagrant. Et après, les autres projets aussi n'ont pas abouti. Pourquoi ? Parce qu'il y avait trop de concurrence entre les entreprises. Il faut être réaliste. On peut évidemment pousser dans une recherche fondamentale, surtout commune, oui.
Mais dès que c'est un projet industriel, nous le voyons avec l'armement, nous le voyons avec beaucoup de choses, c'est plutôt concurrentiel. Sauf que quand même là, on a des engagements écrits. L'IA figure dans le traité d'Aix-la-Chapelle. Alors comment on fait, Franck, pour dépasser ces questions de concurrence, notamment pour faire le poids financier, tout simplement, face aux mastodontes américains ou chinois? Maintenant, ça dépend de quoi on parle. Quand c'est de la recherche fondamentale, je pense que le niveau européen, la Commission européenne, avec son budget, peut aider et faciliter beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement aux États nationaux de le faire. Quand on parle de recherche déjà proche d'une utilisation économique dans le marché, les entreprises investissent. Là, on a vu récemment un grand investissement dans une entreprise allemande, une start-up allemande, et c'est des acteurs privés qui investissent. C'est une autre logique. Peut-être en Allemagne, on a cet atout des grandes fondations qui peuvent très facilement débloquer des fonds à risque, et quitte à les perdre, mais c'est un investissement qui permet d'avancer. Mais tous ces investissements, ils peuvent aussi être soutenus par les politiques publiques. Et là, on a vu par le passé qu'il y avait aussi des différences entre les Français et les Allemands, des divergences et aussi des déséquilibres. Quand on voit tous les milliards que l'Allemagne vient de débloquer pour la construction d'usines de semi-conducteurs, on se dit, a priori, qu'elle a beaucoup plus de moyens que la France. Et en même temps, on sait qu'elle ne veut pas s'endetter davantage. D'ailleurs, là, le tribunal constitutionnel vient tout juste de réaffirmer le principe très important pour les Allemands du frein à la dette. Et donc, on se dit que tout cela annonce quand même des discussions plutôt compliquées entre la France et l'Allemagne au niveau européen quand on abordera ces questions de financement. Il y a deux sujets sur lesquels l'Allemagne et la France sont d'accord. Et ça concerne les règles européennes. Premièrement, c'est les aides d'État. Qui peut aider à quel niveau ses propres entreprises? Là, le ministre allemand Habeck a bien dit, quand il s'agit de défendre l'industrie allemande, on va faire le nécessaire, quitte à se heurter à des règles européennes. Et la deuxième chose sur laquelle le gouvernement, au moins allemand et français, sont bien d'accord, c'est que les règles de la concurrence ne doivent pas s'appliquer à l'intérieur du marché commun, mais doivent aussi tenir compte de la situation mondiale. Donc si deux grandes entreprises, mettons une française et une allemande, veulent fusionner, ce n'est pas à l'Europe de dire ça prend trop de parts de marché en Europe, il faut regarder la planète. Et là, je pense les deux grandes puissances économiques, France et Allemagne, sont bien d'accord pour dire qu'il faut adapter ces règles à la situation qui a changé depuis 20 ans. Et reste à savoir si Paris et Berlin arriveront à convaincre leurs partenaires sur ce dossier, et la Commission aussi, qui, on s'en souvient très très bien, avait bloqué la fusion de Siemens et d'Alstom en 2019, donc il y a 5 ans seulement. Le monopole inter-européen n'intéresse personne au fond. Il faut contrer les monopoles mondiaux. Et pourquoi pas imaginer un Airbus suédois qui profiterait à toute l'Europe, parce qu'évidemment les sous-traitants sont ailleurs, donc je pense qu'il faut jouer ça beaucoup au niveau européen. Merci beaucoup Franck, à bientôt. Et maintenant, qu'en disent les scientifiques? En 2020, dans la foulée du traité d'Aix-la-Chapelle, l'Institut national français de recherche en sciences et technologies du numérique, INRIA, et le Centre de recherche allemand en intelligence artificielle, le DFKI, ont passé à un protocole d'accord et ils ont commencé à travailler étroitement ensemble sous la houlette de l'université franco-allemande. Le mois dernier, à Berlin, chercheurs allemands et français se sont retrouvés pour présenter les résultats des premiers projets menés en commun, l'occasion d'un bilan d'étape. Écoutez. L'un après l'autre, les scientifiques se succèdent devant l'écran. Industrie 4.0, robotique, santé ou encore cybersécurité. Leurs domaines de recherche sont très divers et très pointus. Pas toujours facile de saisir le contenu, mais leur envie d'échanger et de partager leur expérience saute aux yeux. Antonio Krüger, qui dirige le DFKI, confirme cette impression d'un foisonnement franco-allemand. Il l'a vu lors de la 3e académie d'été à Sophia Antipolis. C'est dans le sud de la France. Il y avait plus de 100 thésards et on a identifié ensemble des grands thèmes de recherche. Par exemple, on a beaucoup parlé de l'intelligence artificielle dans l'agriculture, car c'est un moyen pour avoir de meilleurs rendements avec moins d'engrais et de pesticides. Grâce à cette coopération, le directeur scientifique de INRIA, Pierre Allier, voit aussi que les jeunes abordent leurs travaux dans un autre état d'esprit. Je pense qu'il y a aussi une nouvelle génération là, de jeunes chercheurs. Les enjeux de souveraineté, ça commence à parler à de plus en plus de monde. C'est aussi un sujet d'opportunité. Pour eux,
ils ont gagné une dimension. Ils ne font pas juste de la science, ils ne vont pas juste avancer les connaissances, ils vont pouvoir impacter toute la communauté européenne. C'est un chercheur citoyen, ça me rend optimiste. Il croit en la capacité de l'Europe à créer des champions de l'IA. Je dirais que les cartes peuvent être rebattues très vite, puisque le déploiement est purement numérique. On peut aussi avoir l'aspect viral sur des réseaux sociaux, et donc le paysage il est très mouvant. On peut avoir un leader qui va émerger très vite et qui peut être un outsider en fait, et qui va prendre le dessus. Mais Laurent Romary, le directeur des publications scientifiques de INRIA, rappelle que cela ne sera possible qu'à certaines conditions. Pour faire de l'IA, on a besoin d'infrastructures souveraines, on a besoin de données en grande quantité souveraines, et donc on a besoin d'acteurs forts. La France et l'Allemagne sont quand même deux gros poids lourds au niveau européen, et leur capacité à travailler ensemble est essentielle. C'est la base pour moi, parce que c'est à cette condition qu'on sera vraiment souverain au niveau européen. Les récentes annonces politiques nous donnent confiance, dit Antonio Krüger du DFKI, mais il préfère rester prudent. Je sens quelque chose monter, mais j'espère que ça va se concrétiser. Pour l'instant, le DFKI finance cette coopération franco-allemande avec son budget propre qui vient en partie du ministère de la Recherche. Mais il nous faudrait d'autres soutiens financiers bien plus importants. Et si vous voulez mon avis, surtout de la part des Allemands. Au début du mois, la ministre fédérale de la Recherche a annoncé un plan national d'action pour l'IA avec 500 millions d'euros dès l'an prochain. Aux États-Unis, à lui seul, le MIT, l'université de Massachusetts à côté de Boston, dispose de 2 fois plus de moyens. Voilà pour ce premier exemple de partenariat assez récent, donc en plein essor. En faisant des recherches pour l'épisode, je suis aussi tombée sur une autre coopération, bien antérieure cette fois au traité d'Aix-la-Chapelle. Il s'agit du centre de recherche IRIXIS, commun à l'INSA de Lyon, l'université de Passau en Bavière et aussi celle de Milan en Italie. Ces deux pères fondateurs, entre guillemets, ont répondu en quelques minutes seulement à ma demande d'entretien et pour eux, c'était évident qu'ils devaient faire cette interview ensemble. Voici donc ma discussion avec les deux enseignants-chercheurs professeurs Harald Koch à Passau et Lionel Bruni à Lyon. Bonjour à tous les deux et merci de votre disponibilité en duo. Alors comme vous le savez, en France, on utilise souvent l'expression de couple franco-allemand. Moi, je réponds que je ne sais pas qui est ce fameux couple. En revanche, que je connais beaucoup de couples. Il y en a beaucoup des couples franco-allemands et vous êtes un exemple de plus. Un couple franco-allemand depuis 30 ans, on fête nos 30 ans. Là. C'est connu en fait à l'École normale supérieure à Lyon, où moi je venais d'être recruté comme maître de conférence et Harald finissait ses études. Puis voilà, et depuis on ne se quitte plus. Et ça s'est beaucoup accéléré il y a 15 ans, en fait, nos 15 ans les 15 ans d'un partenariat franco-allemand, grâce aux instruments de l'université franco-allemande, qui est vraiment une institution absolument remarquable. Et ils avaient créé un nouvel instrument, le collège doctoral franco-allemand. On s'est dit, on va proposer une initiative en ce sens. Maintenant, autour de nous, c'est une cinquantaine de chercheurs, en fait, qui viennent de France, d'Allemagne, mais aussi d'Italie maintenant, qui travaillent ensemble. Depuis 30 ans, donc on a progressé aussi dans la façon comment on travaille ensemble et essayer de mettre une vision franco-allemande et aussi de mettre la vision dans notre travail de tous les jours. Et donc, il y a des Allemands qui sont chez Lionel en France, il y a des Français qui sont ici à Passau. Et on essaie de prendre le meilleur de chaque système. Mais c'est quelque chose de très, très fort et c'est vraiment quelque chose qui inspire. Et peut-être pour finir, on a toujours envisagé cette collaboration sous 2 axes, à la fois sur un plan scientifique. Travailler ensemble, ça permet d'aller plus vite et plus loin. 1 + 1, en science, ça fait plus que 2, en fait. Donc ça nous a permis, et ça c'est passionnant pour des scientifiques, de travailler sur des problèmes sur lesquels on aurait été incapable de travailler tout seul, quoi. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième, c'était plus que de la science, quoi. Il y a toujours eu un aspect humain. C'est très familial aussi. Il y a de la densité humaine. Moi, je suis pas du tout né dans le franco-allemand. Je parle très, très, très mal allemand. Quand je vais à Berlin, première personne que je vais voir, c'est nos anciens étudiants. Après le boulot, on sort ensemble. C'est des relations fortes.
Et le franco-allemand s'y prête assez bien. Mais est-ce que le franco-allemand se prête à la performance, finalement, dans ce domaine de l'IA? Parce qu'on entend toujours qu'on est vraiment des tout petits joueurs face aux géants américains ou asiatiques. En gros, est-ce qu'on a une chance dans cette compétition? Ah ouais, non, l'Europe, sur un plan scientifique, n'est pas du tout à la traîne sur tous les aspects liés à l'informatique. L'espace européen de l'enseignement supérieur, c'est un bel espace. Il y a des très très bons chercheurs, même dans des petites universités, ce qui n'existe pas aux États-Unis. Donc, on n'est pas en retard. Alors nous, notre domaine, c'est l'informatique, mais on travaille essentiellement dans les systèmes distribués, donc les systèmes en réseau. Donc, pour prendre un exemple, on a une thèse conjointe actuellement, une co-tutelle de thèse, autour de la protection des données dans le cadre des véhicules autonomes. Et là-dessus, la vision européenne est une vision assez originale. On n'a pas la même approche que les Américains ou que les Coréens, qui sont beaucoup plus ouverts, on pourrait dire, par rapport à ça. Et le doctorant qui travaille sur cette thèse, il participe aux travaux du W3C, qui est l'organisme mondial de standardisation, et il apporte ses contributions. Avec notre vision franco-allemande, ça permet d'être un peu plus fort, un peu plus crédible. Ça permet aussi de traiter les questions plus en profondeur. Exactement. Lionel et moi, on traite des données et le système. Donc, comment maintenir la sécurité dans le système et on ajoute des questions de données multimédia et la protection des données. Donc, comment intégrer la protection des données dans ce système d'information. Donc, c'est quelque chose qui est beaucoup relié aussi à la régulation européenne qui est très bien dans ce sens-là. Là, justement, je voulais vous poser la question. On voit une grande volonté politique. Tout le monde parle de souveraineté européenne du numérique. Mais dans d'autres domaines, on le voit très fréquemment, on a l'impression que derrière un même mot, français et allemand ne mettent pas la même réalité. Qu'est-ce qu'il en est dans le domaine de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on est vraiment aligné? Est-ce qu'on a la même conception? Moi, je vais peut-être commencer avec un peu la politique scientifique. Donc, si on regarde un peu les stratégies IA dans les deux pays, ils étaient au début différents. Ça, c'était très clair qu'en France, en 2018, AI for Humanity, ça c'était le rapport Villani qui était très progressif dans ce sens-là. Et les Allemands, c'était plutôt l'IA pour l'économie, donc classique dans les relations, quoi. Mais on s'est dit, mais à la fin, ils se sont rapprochés. Les deux pays ont mis les aspects éthiques, les aspects de régulation en avance. Et ça, c'est bien, parce que maintenant, on est sur la même voie, c'est la même vague, et on échange aussi entre les deux gouvernements, ce qui concerne aussi le développement de l'innovation. Donc, c'est les ministres aussi de l'énergie qui se rencontrent, les ministres d'économie qui se rencontrent pour bien aligner ces stratégies. Côté national, donc on parle plutôt de l'énergie de côté allemand, après l'environnement de côté français. Mais à la fin, c'est la même chose. Maintenant, c'est très clairement de garder, de monter la souveraineté numérique en Europe. Monsieur Bruni, la même question peut être formulée un peu différemment. Est-ce que français et allemand parlent la même langue? J'irais complètement dans le sens d'Harald. On parle absolument la même langue, qui est la langue scientifique. Faire un protocole expérimental, c'est un protocole expérimental. Il y a les bons et il y a les mauvais, il n'y a pas les Allemands et les Français. Après, oui, ce qui va être différent, c'est plus dans l'organisation, dans les relations au travail. L'organisation des laboratoires n'est pas la même. Mais on a quand même de la chance. Quand même. C'est-à-dire que les deux systèmes sont tellement incompatibles qu'en fait, on nous laisse tranquille. On nous dit débrouillez-vous, faites au mieux. Et on fait confiance aux universités pour une fois, pour faire quelque chose qui tienne la route et qui soit raisonnable. C'est là où la France et l'Allemagne sont fortes, je pense. C'est-à-dire que si on essaye de prendre ce qui est en commun, on va tomber sur des bas sans fin, des arguties pas possibles. Si par contre on essaye de prendre ce qui se fait bien dans chaque pays et qu'on le met ensemble, là on est vraiment efficace, quoi. Vous pouvez donner un exemple? Par exemple, pour les co-tutelles, à la fin d'une thèse dans un système allemand qui est très ancien dans ce sens-là, qui donne des notes par des règles compliquées, et à la fin, il y a une appréciation. En France, on n'a plus d'appréciation, donc tu passes la thèse ou tu ne passes pas la thèse. Et donc, à un moment, il faut que tu choisis.
parce que tu ne peux pas faire une conversion d'une note qui n'existe pas de l'autre côté, donc c'est impossible. Donc, à un moment, on a accepté, nous a donné la liberté de choisir soit le système allemand, soit le système français, et on fait le système français maintenant, presque tout le temps, et on vit bien avec ça. C'est intéressant parce qu'au début de l'année, j'avais fait un épisode qui parlait des enjeux de coopération franco-allemande dans le domaine du spatial, et à ma grande surprise, j'avais appris que Français et Allemands s'étaient mis d'accord pour être en concurrence. En gros, c'est que le meilleur gagne. Alors que là, à vous entendre, j'ai l'impression que c'est pas du tout le cas pour l'IA. Là, il n'y a pas de concurrence en fait. Oui, je pense. Quand on mesure que toutes les entreprises les plus puissantes sont toutes américaines ou chinoises, que les données filent aux États-Unis ou en Chine, notre planche de salut, c'est sans doute l'open source, de promouvoir une coopération ouverte avec une transparence et une réutilisation la plus large possible. Donc, je pense que les gouvernements s'en sont rendus compte. On ne luttera pas contre ChatGPT, Bard ou Grok si chacune de nos petites entreprises essaye de travailler dans son coin, vraiment. Exactement, la France, il a débuté il y a 2-3 ans avec un soutien fort dans le open source et le open data. C'est un peu plus compliqué en Allemagne à cause des Länder, donc ils sont beaucoup discutés et donc on se rapproche aussi. Et c'est surtout maintenant, si on regarde l'IA générative, qui pose encore un défi pour nous. Donc pareil en France, en Allemagne, on soutient les dernières entreprises qui ont les capacités. Donc c'est Mistral en France et c'est Aleph Alpha chez nous. C'est des entreprises qui ont les possibilités d'entraîner des grands modèles et ensuite on coopère. Mais c'est encore un chemin long. Qu'attendez-vous maintenant des 2-3 prochaines années ? Est-ce que vous pensez que l'impulsion politique va déboucher sur du concret, qu'on va prendre du muscle en franco-allemand dans ce domaine ? Il faut regarder un peu le financement aussi de base. Donc, ça, c'est l'essentiel, que nos financements de base nationale sont bien garantis. Il faut avoir des financements stables pour organiser des tests, pour organiser des workshops, pour faire des rencontres, etc. Et là-bas, on est toujours dépendant du budget actuel. Et ça, c'est plutôt la crainte qu'on perd en Europe un peu. Moi, je vois beaucoup de startups qui se créent aussi. On a plein d'étudiants qui se lancent dans ces domaines-là. Est-ce que je suis optimiste ? Oui, non, je pense qu'on a les outils, on a les compétences. Après, les financements, c'est impressionnant, les financements dans ce domaine-là en Chine et aux États-Unis. La difficulté toujours dans ces schémas-là, c'est d'arriver à avoir une permanence, d'avoir une continuité. C'est ça parce qu'on va faire une réunion, tout le monde s'embrasse, et là on crée une ligne de crédit de quelques centaines de millions, et puis après on oublie. Si on regarde les gouvernements chinois, ils s'y prennent pas de cette manière-là. Ils jouent un temps long, et nous c'est difficile un temps long. En France, le temps long pour un ministre, c'est 6 mois, c'est 1 an. Et est-ce qu'on va pouvoir s'inscrire dans le temps long ? C'est toujours une question ouverte. Merci à tous les deux, Lionel Bruni et Harald Koch de Lyrixis, pour cet entretien enthousiaste. Et merci aussi à Marjorie Berthomier de l'Université franco-allemande d'avoir initié et coproduit cet épisode sur l'IA. Je retiens que contrairement à d'autres projets actuels ou passés, il y a quand même déjà une coopération bien enclenchée en franco-allemand, mais tous les acteurs reviennent toujours à cette question du financement. Merci à David Philippot pour le reportage, à Loïs Kérec pour la musique, aux amis pour les voix françaises. Le podcast avec un K revient dans 2 semaines. Je m'appelle Hélène Cole avec un K et je vous dis à bientôt. Bis bald.